grande édition du journal. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. Mesdames, Messieurs, à la une ce soir. Dans un discours à la fois vibrant et engagé, le président de la République a rendu hommage à la résilience du peuple congolais, éprouvé par plus de 3 décennies de conflits armés. En outre, Félix Tshisekedi a appelé à une refondation des relations internationales basée sur la réciprocité et la responsabilité mutuelle. Guillaume Gueffa intensifie sa tournée d'inspection ce mardi. Le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux a visité les parquets et tribunaux, question d'évaluer le fonctionnement et les conditions de travail dans lesquelles évoluent les magistrats. Enfin, la RDC participe au 8e sommet mondial sur le financement rural et agricole qui se tient à Mombasa au Kenya. Un grand rendez-vous qui vise à trouver des stratégies pour lutter contre la faim d'ici 2030. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Félix Tshisekedi a pris parole ce mardi à l'ouverture du 2e sommet mondial pour le développement social organisé sous l'égide des Nations Unies à Doha, au Qatar. Dans son mot, le chef de l'État a salué la résilience du peuple congolais malgré plus de 30 années de cycles de violence armée, de pertes en vies humaines et des déplacés massifs. Outre cette question, le chef de l'État a présenté les réformes engagées par la RDC pour éradiquer la pauvreté. Un reportage de la presse présidentielle. Chefs d'État et de gouvernement, acteurs majeurs du secteur du développement se sont réunis ce mardi 4 novembre au Centre national des congrès du Qatar afin de prendre part au 2e sommet mondial pour le développement social organisé par les autorités qataries sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies. Figurant parmi les intervenants de ce mardi, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clairement présenté le développement social comme le cœur de son projet national avec un cap: reconstruire un pays plus juste, plus équitable et plus solidaire. Dès le début de mon mandat, j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement, rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix. Cette orientation repose sur 3 convictions. La dignité ne se négocie pas. Aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Pour rendre ces principes réels et vérifiables, nous avons lancé des réformes majeures. Premièrement, la protection sociale. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables. Deuxièmement, l'éducation. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Organisé 30 ans après la première édition à Copenhague au Danemark, le sommet de Doha vise à accélérer l'éradication de la pauvreté, la promotion de l'emploi plein et productif et du travail décent ainsi que l'inclusion sociale afin que personne ne soit laissé de côté dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté. À suivre après ce journal, l'intégralité du discours du président de la République, Félix Tshisekedi, à Doha. Le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales, CEC en sigle, renforce les capacités de son personnel. Une formation sur le cycle de gestion des projets a été lancée à Silicon Village. L'objectif est d'améliorer l'efficacité et la performance de l'institution et la gestion des projets miniers. Un reportage de Sandra Nyangui et Charmant Lelo.
Le secteur minier congolais prend un nouveau tournant à travers cette session de formation de renforcement des capacités pour les cadres et agents du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC. Pendant 2 semaines, cette team internationale, cette structure canadienne, va booster leur performance et leur efficacité dans la gestion des projets miniers. Dave Kalimbanka Chama, qui a officiellement lancé cette formation en présence des directeurs centraux et de plusieurs agents de cet établissement du ministère des Mines. Lors de ma communication au conseil d'administration, j'ai souligné l'importance du renforcement des capacités de nos agents et cadres comme l'un des principaux accomplissements de la collaboration entre le conseil et la direction générale. Freddy Mwambakanikou, directeur général, lui a salué la vision du chef de l'État et a rappelé que cette session de formation s'inscrit dans une démarche managériale résolument orientée vers l'excellence et la performance. La République démocratique du Congo avance résolument vers un secteur minier moderne, mieux équipé et plus professionnel, doté d'une gouvernance responsable, où le projet structurant se concrétise grâce à un personnel formé et valorisé. L'importance stratégique de cette initiative qui permettra au centre de renforcer ses capacités et de consolider sa position comme autorité de certification de référence en RDC a été relevée par le directeur des études de planification et de la promotion, Eric Bokakandani. Cette team internationale est basée à Montréal. Il est reconnu pour ses 36 ans d'expérience en gestion de projets. Un partenariat international qui confirme la volonté du CEEC de s'aligner sur les standards internationaux et de consolider sa place en tant qu'autorité de référence dans la certification de substances minérales en République démocratique du Congo. On revient sur le président de la République en visite officielle à Doha. Vous le savez, ce mardi, le président de la République a eu une série d'entretiens de haut niveau avec l'émir du Qatar et le roi belge. Ces échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre leurs pays respectifs et la RDC, ainsi que sur la préparation de la prochaine visite de l'émir du Qatar ici à Kinshasa, dans ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. En marge de sa participation au 2e sommet mondial pour le développement social qui s'est ouvert ce mardi à Doha au Qatar, le chef de l'État s'est entretenu successivement avec Sa Majesté Philippe, roi des Belges, et Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani, émir du Qatar. Avec le souverain belge, le président Félix Tshisekedi a évoqué le projet de création du couloir vert Kivu-Kinshasa. Convaincu par cette idée d'importance majeure pour l'univers, le roi Philippe a encouragé le président de la République à poursuivre sa mise en place. Il a par la même occasion présenté l'agence belge de coopération internationale ENABEL en sigle, ainsi que le secteur privé belge pour l'accompagnement de ce projet. Le souverain belge s'est dit prêt à soutenir le chef de l'État dans la réalisation de cet objectif et l'a rassuré de son accompagnement personnel à chacune des étapes. Pour sa part, le président de la République a salué l'engagement du roi des Belges à ce sujet. Le chef de l'État a rappelé l'importance de ce projet et son impact positif sur l'humanité tout entière. Il a réaffirmé sa volonté d'avancer avec la Belgique et d'autres partenaires intéressés avec un point d'honneur pour le secteur privé dans une attitude d'ouverture d'esprit. La visite prochaine à Kinshasa de l'émir du Qatar et l'évaluation des processus en cours étaient au centre de l'audience que Cheikh Tamim Ben Hamed a accordée au chef de l'État à la suite de son intervention au 2e sommet mondial pour le développement social. Loin d'être une simple rencontre protocolaire, ce tête-à-tête entre l'émir du Qatar et son hôte congolais a été une occasion de renforcer les relations bilatérales entre la RDC et le Qatar, 2 pays qui entretiennent d'excellentes relations de coopération, aussi bien sur le plan diplomatique, politique qu'économique, allant dans le sens du développement de leur peuple. Jeudi en titre, la RDC participe au 8e sommet mondial sur le financement rural et agricole à Mombasa au Kenya. L'objectif de cette rencontre est de trouver des mécanismes pour lutter contre la faim d'ici 2030. Lucille Avichisenda, Patrick Kachala. À moins de 5 ans de l'échéance fixée par l'agenda 2030, les membres de l'Association africaine de crédit rural et agricole Africa en sigle se sont retrouvés à Mombasa au Kenya en vue de réfléchir sur les politiques de financement appropriées à mettre en œuvre
pour éliminer la faim dans les mondes. Ces 8e assises mondiales du financement rural et agricole avaient pour thème construire les systèmes alimentaires locaux résilients avec comme focus le rôle des mécanismes de financement robustes. Parmi les résolutions importantes de cette rencontre, l'accroissement des revenus de l'AFRACA de 85%, l'inscription des résolutions de Kinshasa dans les politiques de l'agenda des 8e assises mondiales et le maintien du premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Dieudonné Fikiri Alimasi, comme président des grandes banques au sein du comité exécutif de cette institution. Aujourd'hui, l'humanité fait face à une équation complexe. Il s'agit de nourrir une population croissante, préserver les ressources naturelles, s'adapter au changement climatique et réduire les inégalités. Nous sommes conviés, chaque institution, en ce qui la concerne, à parvenir à définir et à mettre en œuvre la politique rurale et agricole, ainsi que les stratégies appropriées pour redynamiser le financement du secteur agricole selon l'approche innovante de partage de risques dans le financement de la chaîne de valeur agricole, afin de disposer des systèmes alimentaires locaux résilients. Le ministre de l'Agriculture du Kenya ainsi que les différentes associations alimentaires et mondiales, notamment la FAO, la FIDA et autres, ont pris part à ces travaux. En dehors de nos frontières, le Nigeria et la RDC renforcent leurs liens d'amitié et de coopération. Une nouvelle étape vient d'être franchie avec le lancement officiel de la Fondation d'amitié RDC-Nigeria, une initiative destinée à consolider les relations économiques et culturelles. C'était en marge du Forum d'investissement et de partenariat économique RDC-Nigeria. Christine Lenzo, notre envoyée spéciale. Le Forum d'investissement et de partenariat économique RDC-Nigeria vient de se tenir à Lagos, de renforcer les liens culturels et de booster la coopération multisectorielle entre le Nigeria et la RDC, deux grands géants d'Afrique subsaharienne. Ce forum s'inscrit dans la vision du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à renforcer la coopération entre les pays frères d'Afrique. Parmi les participants, des femmes et hommes d'affaires du Nigeria et d'ailleurs aussi des dignitaires, parmi eux le patriarche Jonas Mukamba, président du comité des sages du Sénat de la RDC, venu prendre part à ce forum organisé par la CNFF, la Fondation d'amitié RDC-Nigeria, créée à l'initiative du Congolais. L'ambassadeur Jean Bakole, haut fonctionnaire international et directeur régional honoraire de l'ONUDI pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. Le second lancement est prévu en RDC en 2026. Il s'y est de rappeler qu'après les représentants de l'ancien président Obasanjo, l'assistance a suivi plusieurs autres intervenants, spécialement les doyens des sénateurs congolais Jonas Mukamba. Permettez-moi de féliciter notre fils, son excellence ambassadeur Jean Bakole. Vous connaissez bien pour l'avoir travaillé au Nigeria en qualité de directeur régional de l'ONUDI. Jonas Mukamba a aussi lancé un appel pressant aux autorités du Nigeria d'apporter un soutien fraternel aux efforts remarquables du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa quête pour les retours de la paix durable dans la partie est de notre pays. Juste après, les invités ont suivi différents témoignages, la projection d'un document sur l'amitié RDC-Nigeria, des spectacles culturels suivis de la remise des trophées, notamment au patriarche Jonas Mukamba, à la première ministre Judith Suminwa Tuluka, à l'ambassadeur de la RDC au Nigeria, Pascaline Yakivu. À Kinshasa, le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, a poursuivi hier lundi sa tournée d'inspection dans les différentes juridictions de la capitale. Le but de cette démarche est d'évaluer le fonctionnement des parquets et tribunaux ainsi que les conditions dans lesquelles évoluent ou travaillent les magistrats et agents de l'appareil judiciaire, qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement, celle de renforcer l'efficacité de la justice. Eurydice Kitutu et Camille Djoké. En se rendant dans les différents tribunaux et parquets de Kinshasa, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Guillaume Gueffa, veut donner
un nouvel élan à la réforme du secteur judiciaire. Une descente qui a révélé de nombreuses faiblesses et difficultés dans le système judiciaire. De l'auditorat et tribunal militaire de Kinshasa-Matete, en passant par les parquets et tribunaux de paix de Kinshasa-Lemba, Matete, Kalamu, Asosa, Kasavubu, sans oublier les tribunaux pour enfants, du commerce et du travail. Le constat est le même. Bâtiments vétustes, manque de matériel didactique effectif insuffisant, archives mal conservées, conditions de détention précaires, pas de prise en charge médicale, pas de primes, arriérés de salaire, insolvabilité dans certaines juridictions, locataires chez les privés. Cas du parquet de grande instance de Lemba menacé depuis 2012 de déguerpissement. Nous espérons de lui un changement par rapport aux conditions des magistrats, par rapport à notre sécurité. Il a un défi à relever. Il doit faire quelque chose urgemment. Il a visité les cabinets des juges, il a visité les parquets. Parfois, nous utilisons nos propres moyens de bord pour nous mettre dans des conditions utiles pour le travail. Après, nous avons réussi. La famille de Papa Omba, le propriétaire de cette parcelle, qui nous a dit qu'il avait un jugement de déguerpissement et qu'à tout moment, on pouvait nous mettre dehors. Nous avons pris les soins de voir nos autorités hiérarchiques pour leur soumettre ces problèmes. Un diagnostic de terrain qui ouvre la voie à Guillaume Gueffa, qui compte dresser un état de lieux complet pour mieux orienter les réformes en cours dans le secteur de la justice. Et puis la pluie qui s'est abattue ce mardi matin ici à Kinshasa a remis à la surface tous les déchets et immondices. Certains inciviques en ont profité pour vider leurs ordures. Un comportement incivique dénonce les Congolais. Richard Kalala a fait un tour dans quelques coins de la capitale. À Kinshasa, l'expression « après la pluie vient le beau temps » est mise à mal par des problèmes infrastructurels qui transforment le pluie en catastrophe, rendant difficile la transition vers le beau temps. La pluie de ce mardi 4 novembre en est une illustration. Les déchets plastiques et autres se retrouvent en concert sur la chaussée, portés par les eaux de pluie et des caniveaux qui débordent. Ces déchets doivent être évacués juste après le curage de caniveaux. Mais triste de voir qu'après la pluie, ces mêmes déchets jonchent à nouveau les rues, surtout après la pluie. Nous interpellons le service compétent à prendre en compte cette situation. Sur la question de comment faire pour remédier à cette situation, cet usager de la route n'abdique pas. Soit efficace et dynamique quant à l'évacuation des déchets. Les travaux se font à un rythme effréné. La ville de Kinshasa se retrouve dans les immondices juste après la pluie. Partout même face à ces dilemmes, il y a lieu d'interpeller les consciences, mais surtout l'incivisme de populations qui profitent de la pluie pour couler leurs déchets. La brigade d'assainissement aura besoin de toutes ses armes pour pallier à cette situation. Dans le cadre du suivi de la mission nationale de contrôle en cours au Congo central, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a eu des échanges avec le ministre de l'entrepreneuriat, Justin Kalumba, une rencontre axée sur l'évaluation des actions menées sur le terrain et la consolidation des réformes liées à la sous-traitance. Le tout dans ce contenu de Joël Makela. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, poursuit son offensive sur le terrain. En mission de contrôle dans la province du Congo central, la première étape d'un déploiement national, son directeur général, Miguel Kachel Katembe, a présenté un rapport d'étape au ministre de l'entrepreneuriat, Justin Kalumba, lors d'une réunion stratégique à Kinshasa. À travers cette mission, l'ARSP entend vérifier le respect des lois sur la sous-traitance et promouvoir une véritable appropriation du contenu local, socle d'un développement économique inclusif. Le ministre Kalumba a salué la qualité du travail déjà accompli,
tout en réitérant son soutien à cette initiative cruciale pour l'assainissement du climat des affaires. Autre point critique abordé, les manquements observés dans le secteur des hydrocarbures. Là-dessus, le DG de l'ARSP a dénoncé des violations persistantes, appelant à des sanctions claires. Cette rencontre vient renforcer une synergie institutionnelle fondée sur la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faire du contenu local, de l'emploi des jeunes et de l'émergence d'une classe moyenne congolaise des leviers majeurs de transformation économique. La RTNC, station provinciale du Bandundu, est appelée à remplir pleinement sa mission de service public, informer, former et divertir la population de cette partie du pays. Pour redynamiser le fonctionnement de cette station, une délégation de la direction générale a été dépêchée sur place. Jacques Kaboboa, notre envoyé spécial. La radio-télévision nationale congolaise, station provinciale de Bandundu-Ville dans la province de Kwilu, est appelée à remplir pleinement sa mission. Mission d'informer, former et divertir la population de cette partie de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le directeur général de l'RTNC, Sylvie Elenge Niembo, a dépêché une délégation dans cette station provinciale. Reçue le lundi dernier par le directeur provincial Gabriel Bolombi. Les deux parties ont examiné les voies et moyens à mettre en œuvre pour la reprise des activités de la chaîne provinciale aux arrêts depuis le mois de mai dernier. Nous ne pouvons que dire merci d'abord à l'autorité, la hiérarchie, la grande hiérarchie à Kinshasa, pour nous avoir expédié cette équipe, la grande que vous voyez autour de moi, que depuis le 30 mai de cette année, nous avons été frappés par les effets dévastateurs de la pluie diluvienne et qui a emporté notre toiture. Et par ricochet a endommagé la structure de nos matériels ici, sinon le matériel technique. Et nous avons émis les vœux de voir le site être réhabilité. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous. Nous sommes dans la joie de voir l'équipe débarquer ici, diligentée par la haute hiérarchie et plus particulièrement Madame le DG Sylvie Elenge, que nous remercions vivement. Nous allons être réhabilités et ce sera pour nous une très bonne chose. Après 5 mois, nous pensons que cette décision d'expédier l'équipe ici n'est pas venue en retard parce qu'il n'y a pas que nous. La RTNC a 26 provinces. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de recevoir cette équipe qui vient de Kinshasa. C'est au nom de toutes les personnes de la RTNC Kwilu. Quand je dis la RTNC Kwilu, ce n'est pas seulement Bandundu, il y a également Kikwit. Nous sommes très contents de recevoir l'équipe et nous osons croire que d'ici nous allons reprendre le travail. Ici est de rappeler que la 13e conférence des gouverneurs est prévue au mois de décembre à Bandundu-Ville, chef-lieu de la province de Kwilu. Face à la situation climatique actuelle caractérisée par des catastrophes naturelles de tout genre, le réseau pour le changement climatique a organisé une marche de sensibilisation qui a été sanctionnée par le dépôt d'un mémorandum au ministère de l'Environnement. Un reportage de Marie Kalong. Ils sont partis de la place des évolués jusqu'au ministère de l'Environnement pour exiger que le monde puisse s'accorder pour la justice climatique et la justice économique en RDC. Une caravane organisée par les membres du réseau sur le changement climatique en RDC. Le coordonnateur des agriculteurs sans frontières, membre du réseau RCC RDC, Alexis Mboum Kazam, explique la démarche de ce jour. Concernant notre démarche aujourd'hui, c'est par rapport à la justice climat. Il y a d'abord la redevance minière que les sociétés minières puissent payer aux communautés locales dans les entités territoriales décentralisées. Il y a aussi, nous exigeons les 0,3% des recettes des sociétés minières. Il y a aussi les cahiers des charges. Il y a aussi les 1%. Parce que chaque personne utilise les téléphones. Dans les téléphones, là, nous exigeons les 1% qu'on puisse retourner à la RDC. Les étudiants en sciences de l'environnement de l'Université de Kinshasa exigent la reconnaissance de notre potentiel. Nous disons que nous voulons la justice climatique et économique en République démocratique du Congo. Il y a nos minerais qui sont exploités abusivement d'ailleurs, mais malheureusement ces sociétés minières ne pensent pas à faire bénéficier les communautés locales ou les peuples autochtones qui sont protecteurs de nos forêts, qui luttent contre les changements climatiques. C'est dans ce sens que nous, les jeunes étudiants, nous sommes élevés. Un mémorandum a été déposé au ministère de l'Environnement à l'issue de cette caravane. Nous demandons
Le versement intégral des 300 milliards de dollars annuels à Bakou et de progrès urgents sur la feuille de route Bakou-Belém visant à atteindre 1300 milliards de dollars par an d'ici à 2035, la majorité des fonds étant versés sous forme de subventions et non de prêts. Il convient de préciser le besoin en matière de financement accru de la société civile et la jeunesse estudiantine étaient présentes à cette caravane. Notre pays. L'Université de Lubumbashi a officiellement lancé les activités de l'année académique 2025-2026 par un séminaire de 2 jours consacré à la pédagogie universitaire. Un reportage de Monique Mavungo. L'Université de Lubumbashi, véritable porte-étendard de la pédagogie universitaire en République démocratique du Congo, a démarré l'année académique 2025-2026 sous les signes de l'innovation. Le 30 et 31 octobre, l'auditorium Bingoto a abrité un séminaire sur la pédagogie universitaire axé sur l'intelligence artificielle dans l'enseignement. L'objectif est d'outiller les personnels scientifiques de l'espace Katanga sur la révolution en cours. Ce séminaire a mobilisé une forte délégation du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Plus de 5 thèmes ont été décortiqués sur Dikanga Kazadi Jean-Marie. Il a invité les enseignants à s'approprier les recherches sur l'intelligence artificielle, car la montée de la technologie est en perpétuelle évolution. Par la professeure Espérance Baedila, conseillère en communication de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Le recteur de l'UNILU, le professeur Gilbert Kishiba, a insisté sur l'engagement de tous pour un enseignement de qualité. Questionner nos pratiques, renforcer notre rigueur méthodologique et surtout préserver l'éthique et l'authenticité. De s'apprêter à accueillir le président de la République. Par ces séminaires, l'Université de Lubumbashi démontre son rôle de pilier de la pédagogie universitaire et arme ainsi son personnel pour une utilisation efficiente, réfléchie et éthique de l'intelligence artificielle. C'est un nouveau souffle pour l'Union sportive Chinkunku. Le club emblématique de Kananga a désormais un nouveau président en la personne de Tony Kankou, accueilli par le comité dirigeant. Tony Kankushiku a officiellement pris ses fonctions à la tête de cette formation politique. Malumbela. Désormais, l'US Chikuku est doté d'un nouveau président en la personne de Tony Kankushiku, choisi par l'ensemble du club. Son arrivée marque une nouvelle ère placée sous les signes du renouveau et de l'ambition grâce à son expertise, son leadership et son dévouement à redorer l'image de cette formation sportive emblématique. À son arrivée dans la ville de Kananga, le nouveau président de l'US Chikuku, fils du terroir, a été ovationné. C'est pour la première fois que ce digne fils du terroir foule le sol du Kasaï central. Il est allé recevoir du pouvoir ancestral la bénédiction afin de mener à bien sa mission. Le dimanche 2 novembre 2025, le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankushiku, a tenu à assister au match qui a opposé son équipe à celle du Lualaba. Le club Chinkuku s'est montré solide et déterminé en infligeant une courte mais précieuse victoire de 1-0 à la formation de Blessing FC du Lualaba au terme d'une rencontre bien maîtrisée par les Sangabilembi. Cette victoire illustre clairement la marge de progression et la nouvelle dynamique qui anime désormais l'équipe de l'US Chikuku. Avec la présence de Tony Kankushiku, l'Union sportive Chikuku du Kasaï central s'est rapidement ressaisie. Une chose est certaine, tout a changé au sein du club depuis l'arrivée du nouveau président Tony Kankushiku. Ces derniers, appréciés par les supporters pour son engagement et sa proximité, affichent une détermination sans faille à hisser haut les couleurs de l'US Chinkuku, une équipe qui a longtemps souffert d'un manque de leadership fort. À la fin de la rencontre, Tony Kankushiku a partagé un moment de communion et de liesse avec les supporters. L'ambiance était euphorique et plusieurs fans n'ont pas hésité à lui demander de renforcer l'effectif en recrutant de nouveaux joueurs afin de mieux préparer les prochains défis de la saison.
Prévision de l'élection du président du bureau de l'Assemblée nationale, le secrétaire général de l'UDPS et président intérimaire du parti, Augustin Kabouya, a mobilisé les députés du parti pour une mise en ordre de bataille tout en rappelant les valeurs de discipline et de loyauté. Alain Bikaï. Réunion entre le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et les députés nationaux de l'UDPS et Mosaïque. Au menu, la clarification du position politique en vue de l'élection du président de l'Assemblée nationale. La haute autorité des référents de l'UDPS, en accord avec l'Union sacrée de la nation, a désigné Meboji, ancien ministre de l'Industrie, comme candidat unique à ces postes. Mais malgré cette ligne claire, un député UDPS maintenait encore sa candidature, suscitant l'agacement de la direction du parti. Augustin Kabouya a rappelé avec fermeté la nécessité de respecter la discipline du parti et la loyauté à la haute autorité des référents du parti et de privilégier l'unité de la famille politique du président de la République. Le chef a porté son choix sur notre collègue, l'honorable Aimé Bosch. Nous pouvons avoir des ambitions, mais pour montrer que nous sommes disciplinés, nous respectons la position du chef, nous courons derrière le temps, il y a beaucoup de choses à faire. Cherchons à ce que les bureaux actuels formalisent cette étape-là, qu'on aille vite, que notre chambre ait son président, son rapporteur adjoint, c'est tout. Concernant la tenue du congrès du parti prévu aux premières quinzaines du mois de décembre, Augustin Kabouya est revenu sur les directives de la haute autorité des référents du parti et la mise en place imminente de deux commissions pour préparer ces assises de tous les enjeux pour les partis présidentiels et celles chargées pour la rédaction des nouveaux statuts du parti. Félix Tshisekedi, une révolution politique, c'est le titre de l'ouvrage de Max César Lokate Itoko, journaliste à la RTNC, un livre qui sera bientôt porté sur le fond baptissimo. Cédric Kenena nous parle de ce contenu. Une révolution politique à la une d'un ouvrage percutant. Un nouvel ouvrage fait déjà parler de lui avant même sa sortie officielle. Félix Antoine Tshisekedi et sa révolution. Des réformes audacieuses pour un Congo fort et prospère, signé par le journaliste de la RTNC Max César Lokate Itoko Bakandolinga. Dans ses livres, l'auteur retrace les parcours politiques du président congolais en mettant en lumière les choix stratégiques qui ont marqué une rupture avec l'ancien système. La fin de la coalition FCC-Cash y est présentée comme un tournant historique, symbole d'une volonté assumée de refonder l'action politique. Le président de la République vient de prendre une décision capitale, une décision courageuse, d'une manière unilatérale, pour rompre avec la coalition FCC-Cash. Et donc, le président de la République venait de rompre cet ordre politique ancien qui, en fait, était composé de cette coalition FCC-Cash. Vous vous rendez compte, en psychologie, lorsqu'on parle de l'acte volontaire, il y a 4 étapes. D'abord, on commence par la conception de l'idée. Après la conception de l'idée, il y a la délibération, décision, les propositions contre, ainsi que les propositions pour. Après la délibération, vient une étape importante qu'on appelle la décision. On prend la décision et enfin, on passe à l'exécution de la décision. Dans un style accessible et documenté, Lokate plonge le lecteur dans les coulisses d'une transformation ambitieuse, faite des réformes, des prises de risques et des promesses pour un avenir meilleur. L'ouvrage, en cours de finalisation, s'annonce déjà comme une référence incontournable pour comprendre les enjeux du mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Pour boucler ce journal, ce communiqué, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informe les animateurs des institutions provinciales que la rencontre prévue avec le vice-premier ministre Jacques Machabani aura lieu demain mercredi 5 novembre 2025 à l'hôtel Golden Tulip situé dans l'enceinte de la cité Kinshasa Oasis, heure 9h. La présence de tous les animateurs des institutions provinciales
de la République est vivement souhaité. C'est un communiqué signé Jean Baelongandi Iteku, directeur du cabinet. Fin de ce journal, rédigé par Gauthier Kiassi, sous la direction de Oscar Mbalkaïj. Pati Tondouangou était à la coordination, Monique Mavungu et Papingui Namao l'ont réalisé pour vous. L'actualité continue à 23h avec Jacques Meji à la prise de vue Chikobi Ponda. Je vous retrouve la semaine prochaine. Demain, retrouvez Sandra Nyangui à 20h. Des entreprises du Congo, Monsieur Robert Malumba Kalombo a l'honneur de vous convier à la cérémonie de rentrée de la FEC qui se tiendra le lundi 10 novembre 2025 à 17h heure locale à Rotana Hotel, Kinshasa Gombe. En présence de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement. Thème de la cérémonie, ensemble pour un climat des affaires performant et inclusif. Nos frères ont besoin de nous. Nous pensons à eux aujourd'hui, nous prions pour la paix, mais au-delà de cela, nous devons agir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, venus de divers horizons, afin de rendre grâce à Dieu en faveur de notre pays, la République démocratique du Congo. Un concert de solidarité, un concert de paix. Un concert où chacun porte haut sa voix pour redonner espoir à ceux qui l'ont perdu. Avec Arli Bissegui, Lidine Seya, le frère Nick David Chitenge. Un moment d'adoration conduit par la sœur Faveur Mokoko. Un moment unique où chacun a adressé une prière pour nos frères de l'Est. Le frère Christian Mokuna, Eunice Manyanga.